Bonjour à tous, merci d'être parmi nous aujourd'hui. On va attendre que tout le monde se connecte. Si vous voulez bien, on a mes collègues à la pépinière qui sont en train de couper vos caméras et vos micros, mais vous pouvez le faire aussi également, c'est pour faciliter la qualité de la conférence aujourd'hui. Donc, merci beaucoup de couper vos micros et vos caméras. Alors, je vais me présenter. Donc, je suis Laura Courbe, responsable de la maison de projet et des programmes d'accompagnement à la pépinière Espace Collectif. Bienvenue à notre seconde conférence sur notre série sur les solutions innovantes pour les espaces publics. Alors, pour cette discussion aujourd'hui, on a le plaisir d'avoir avec nous Caroline Magard, responsable du développement au Québec de Park People, les Amis du Parc. Allô Caroline. On a le plaisir également d'accueillir Sharon Clavé, directrice de la division du développement durable de la Ville de Québec. Jérôme Glade, cofondateur de la Pépinière, et Amélie Moncelet, conseillère à la programmation Quartier des spectacles à Montréal. Alors, aujourd'hui, les intervenants auront 5 à 10 minutes pour présenter une proposition novatrice d'adaptation des espaces publics. S'en suivra ensuite une discussion de 30 minutes environ, durant laquelle ils répondront à vos questions. Il est possible que la discussion dure un petit peu plus de temps que prévu, donc ceux qui pourront rester, ce sera avec plaisir. Un sujet plutôt technique. Alors, avant de commencer, donc, bien garder vos micros en off et la caméra également. Si vous voulez avoir le plein écran sur la personne qui parle, choisir plutôt le mode Speaker View à la place de la mosaïque. Donc, c'est en haut à droite de votre écran. Donc, vous avez bien sûr l'opportunité de poser des questions pour la discussion à la fin des présentations. Pour poser ces questions, vous pouvez le faire dans le clavardage, dans le chat en bas de votre écran. Mais s'il vous plaît, attendre la fin des présentations pour le faire. Ça va faciliter la fluidité de nos intervenants qui ne verront pas la fenêtre de clavardage qui va s'ouvrir et voir les questions en direct. Donc, attendre bien la fin des présentations. Je le mentionnerai pour écrire votre question. On est très nombreux aujourd'hui et merci d'être parmi nous malgré ce grand soleil aujourd'hui. Alors, s'il y a des questions qui ne sont pas abordées parce qu'on est vraiment très nombreux, vous pourrez les poser en nous écrivant à info@pépinière.co ou nous contacter sur nos réseaux sociaux. Vous avez un message qui est d'ores et déjà écrit dans Converser que vous pourrez lire pour prendre notre contact. Alors, si vous avez, vous aussi, une idée de solution innovante pour l'espace public, on est vraiment curieux de vous entendre pour nos futures conférences, mais également dans le cadre de la manifestation d'intérêt du guichet d'initiative, qui est un programme d'accompagnement qu'on a lancé pour des propositions de projets innovants. Alors, maintenant, je vais passer la parole à Caroline Magard, responsable du développement au Québec de Park People, les Amis du Parc. Bonjour à tous, 185 personnes présentes. Merci Laura. Je vais tout de suite à l'instant partager mon écran et faire une présentation visuelle qui soutiendra ce que je vais dire. Alors, eh bien, c'est vraiment un plaisir d'être invitée dans ce webinaire aujourd'hui. Je pense que je vais prendre un moment quand même avant pour vous parler un peu de ce qu'est l'organisme Park People que je représente au Québec depuis 2 ans maintenant. Et donc, notre organisme a comme mission d'appuyer, de mobiliser et d'aider les citoyens à activer le pouvoir des parcs afin d'améliorer la qualité de vie urbaine à travers tout le Canada. C'est un organisme donc national et moi, je suis responsable de notre développement au Québec et évidemment, on travaille principalement dans les grandes villes du Québec. On s'intéresse aux parcs urbains et surtout au tissu social des parcs urbains. Notre philosophie est une philosophie qui est très proche des valeurs de la pépinière, à savoir que plus les gens s'investissent dans leur milieu de vie, plus nos villes sont de qualité. Donc, en fait, on travaille beaucoup et toutes nos actions sont orientées vers le soutien communautaire qui favorise la qualité de vie dans nos milieux. Je crois qu'il y a des gens dont le haut-parleur est encore ouvert, donc si vous pouvez juste fermer, merci beaucoup. Donc, comme je disais, l'organisation Park People est pan-canadienne. On existe depuis 10 ans
Et à travers le Canada, vous voyez entre autres sur notre carte interactive que vous pouvez consulter sur notre site web, la géolocalisation des organisations qu'on soutient ou qui sont nos partenaires. Donc vraiment, on tente d'en avoir à travers évidemment toutes les provinces, mais ça nous permet d'avoir une connaissance fine des enjeux locaux à travers le pays, liés évidemment au parc urbain. En termes d'action, pour bien comprendre ce que notre organisme fait à travers cette grande mission, je dirais que je diviserais ça en trois. Donc, on travaille à du soutien communautaire. Un exemple de programme de soutien communautaire qu'on a développé depuis 3 ans à l'échelle nationale sont les programmes de bourse TD Park People Amis des Parcs. Peut-être certains représentants d'organisations sont présents avec nous aujourd'hui. Des micro-bourses de 2 000 $, des bourses d'activation de mobilisation citoyenne pour leur permettre de faire 3 événements dans les espaces publics. Je vous parlerai ensuite aussi de peut-être un peu l'adaptation qu'on a dû faire pour ce programme-là, parce qu'évidemment, inviter des gens à des grands événements dans les espaces publics en ce moment, ce n'est pas simple et ce n'est pas vraiment légal. Donc, voilà. Deuxième point d'action que nous faisons, à savoir la recherche et la documentation de bonnes pratiques. Vous pourrez consulter notre rapport sur les parcs urbains du Canada, d'ailleurs, à cet égard, qui est un bel exemple du type de recherche qu'on développe. Ce rapport aussi sera publié pour la 2e édition cette année et nous intégrons les enjeux de la COVID-19 dans nos recherches. On devait le publier en juin. On a décidé de décaler pour considérer davantage ces questions-là, notamment au niveau des questions d'inclusion sociale et on se penche beaucoup sur la question de l'itinérance. Parce que quand on parle de parcs et d'espaces publics, on parle beaucoup d'enjeux d'équité et nous, c'est un thème, et d'inclusion sociale, c'est un thème qui nous importe beaucoup. Et enfin, on offre aussi des services professionnels. Un service qu'on a développé depuis quelques années, c'est le conseil au niveau des modèles de gouvernance des espaces verts. Et on a d'ailleurs accompagné récemment le Parc Jean-Drapeau qui est en élaboration d'un plan directeur pour les 10 prochaines années. On les a conseillés au niveau de leur modèle d'affaires. Maintenant, parlons donc de la crise dans laquelle on est. Je ne développerai pas aujourd'hui énormément de solutions innovantes. On a des panélistes avec nous qui vont pouvoir vraiment vous parler plus d'exemples pratiques, mais je pense que ça vaut la peine de prendre un moment pour réaliser et je pense que s'il y a autant d'intérêt aujourd'hui sur la question, c'est bien parce que la crise est historique, elle est majeure et elle affecte définitivement nos espaces publics et nos parcs. Mais je pense aussi que c'est une opportunité de plus que jamais reconnaître l'importance de nos parcs et nos espaces publics pour les urbains. Au départ et encore maintenant, on sent que les parcs sont perçus dans la crise comme, oui, des échappatoires, mais aussi des lieux où il y a énormément de restrictions et on sent le potentiel, mais est-ce qu'on est rendu à vraiment appliquer le potentiel d'usage de ces espaces-là en ce moment? Je pense qu'en ce moment, on vit beaucoup de restrictions. Mais on voit dans la presse, on voit dans l'opinion publique à quel point les parcs peuvent jouer un rôle clé dans la situation et effectivement dans la qualité de nos vies urbaines en général. Ici, juste une micro-revue de presse, mais les articles ne cessent d'être vus à cet égard. Je pense que vous êtes tous conscients de la question. Je vais entrer maintenant dans un peu, nous, notre organisme en tant qu'organisme de soutien au niveau du tissu social s'impliquant dans les parcs. On a été énormément impactés par la situation et une des choses qu'on a tenu à faire, c'est de faire un sondage national auprès de nos membres dès le début de la pandémie afin d'identifier... Là, je veux juste savoir, est-ce que vous voyez mon vidéo ou vous voyez tout mon écran? Est-ce que quelqu'un peut juste me confirmer que mon vidéo ne cache pas ma présentation? On voit juste la présentation, Caro, c'est parfait. Super, merci. Donc, je vais prendre juste quelques diapositives pour vous montrer un peu les résultats probants et les plus pertinents de notre sondage qu'on a mené auprès de tous nos membres ou d'une grande quantité de nos membres à travers le Canada, dont une vingtaine sont montréalais, sur les questions comment les groupes amis de parcs à travers le Canada vivent la crise. Et un élément, je pense, qui est important ici, c'est que beaucoup des groupes en début de crise se sont sentis très affectés et ont complètement arrêté leurs activités de mobilisation.
Donc, ça, c'est l'élément en vert. Et l'élément en bleu, c'est qu'ils ont été beaucoup à la recherche de solutions sur comment adapter leur programme. Donc, on est là-dedans. Je sais qu'on se pose ces questions-là aujourd'hui, mais c'est juste pour vous dire que avant d'entrer dans les solutions, il faut quand même reconnaître qu'il y a un grand choc et que ça affecte énormément les niveaux de mobilisation. Après ça, on peut inspirer tout le monde, mais ça peut être un choc pour beaucoup de groupes et on a de la variété de niveaux d'implication des groupes, mais quand même. Un autre élément intéressant, c'est évidemment quels sont les éléments qui sont les plus grands impacts. Donc, bien évidemment, sans surprise, je m'excuse, les résultats sont écrits en anglais, mais je pense que vous pouvez comprendre. La question financière, évidemment, et la question d'adapter les programmes en conséquence. C'est évidemment, les groupes qui s'impliquent dans les espaces publics sont de niveau de capacité variable. On a des groupes comme la Pépinière, on a des groupes comme les Amis de la Montagne, mais on a aussi des très petits groupes qui ont beaucoup moins de moyens. Donc, de s'adapter est vraiment un élément qu'on a déterminé comme un élément très important et difficile en ce moment. Par contre, un truc qu'on a trouvé intéressant, c'est que les groupes qui se définissent comme des groupes amis de parc déjà ou qui sont déjà proactifs ont reconnu que dans la situation, le fait d'être déjà engagés, un tiers de ces groupes-là sentaient déjà que ça les aidait à approcher la crise. Donc, en fait, un point là-dedans, c'est de se dire la mobilisation dans sa ville, être actif dans sa ville peut vraiment aider à être résilient face à des crises. Ensuite, je voulais juste, il y a le petit graphique ici du côté, c'est juste pour vous dire que ce qu'on considère comme les groupes amis de parc, c'est un spectre de groupes, autant des groupes qu'on considère comme des volontaires, des bénévoles, mais aussi des groupes qui sont ce qu'on appelle les high capacité, à forte capacité. Donc, c'est juste qu'il y a une grande variété et les statistiques vont dépendre aussi, évidemment, plus on a des capacités, peut-être plus on est capable d'être résilient, sans surprise, mais je voulais juste le préciser. En fait, et à la fin du sondage, ce que je voulais aussi dire, c'est qu'on a identifié 4 grands besoins qui ont été identifiés par les groupes comme des besoins pour s'adapter à la crise, à savoir des idées pour aider à rester connecté avec ses parcs et sa communauté, puis pour adapter les services offerts dans le cas d'organisations plus grandes. Deuxième grand besoin, des histoires pour remonter le moral. Les gens ont besoin de se faire remonter le moral, d'être joyeux. Je vais vous montrer des exemples. Des lignes directrices actualisées sur les mesures de distanciation sociale, donc de toujours se garder à jour parce que la situation évolue tellement vite. Et la possibilité de se connecter à d'autres organisations et d'autres groupes comme on fait aujourd'hui pour apprendre ensemble les meilleures pratiques. Donc, je passe en rafale. Donc, par rapport à ces besoins-là, je vais juste identifier un peu des éléments qu'on a vus à travers des conférences que nous-mêmes, on a développées ou à travers les partenariats ou les organisations qu'on connaît. Donc, pour rester connecté à son parc, il y a toute une série d'activités en ligne qui sont faites. On en fait déjà en ce moment, mais juste on peut continuer à être connecté à sa communauté et à son parc sans nécessairement intervenir dans l'espace public parce qu'il y a plein d'enjeux et des niveaux de distanciation nécessaires selon la communauté. Oui, on entend que de plus en plus, on peut se regrouper à l'extérieur, mais il faut quand même penser que ce n'est pas tout le monde qui va pouvoir le faire. Donc, comment on peut continuer à rester connecté malgré tout? Donc, ne pas sous-estimer le pouvoir du en ligne, même s'il a ses limites. Donc, plein d'exemples ici, notamment 2 organisations montréalaises, Sentier urbain et GAEP, qui ont travaillé beaucoup à l'éducation en ligne. Après ça, évidemment, les initiatives dans l'espace public tout en respectant la distanciation, les parcours aux fenêtres, la fameuse campagne Ça va bien aller, faire des chasses au trésor. Notre artiste montréalaise, Patty Van Rousse, la fille du Myland, qui a développé une magnifique série de... Bon, c'est sa signature, mais ça reste quand même que ça anime l'espace public et ça envoie des messages positifs. Ici, une photo d'un exemple torontois, mais on a la même chose qui s'est passé à Hochelaga, donc des genres de animation mobile, toute cette question du pique-nique distant, des corvées de nettoyage qui se sont faites dans le respect de la distanciation, c'est possible, des échanges de semis aussi. Là, je ne vois pas mon temps filer, fait que si jamais vous voulez m'en parler, dites-moi là, n'hésitez pas pour ceux qui organisent, mais j'ai presque fini. On a travaillé aussi à une infolette, donc je pense que le pouvoir des communications est extrêmement important en ce moment. Puis ça, c'était pour répondre aux besoins d'avoir des histoires positives, puis aussi se regarder à jour au niveau des exigences liées spécifiquement au parc. On a eu une grande réponse et un grand intérêt par rapport à nos infolettes, particulièrement au niveau des employés municipaux.
Ensuite, la possibilité d'interagir ensemble et d'apprendre de nos organisations ici, c'est incroyable. On est rendu 205. Là. Nous, on a fait des petits 5 à 7. Je pense qu'il y a une limite. C'est intéressant d'être en grand groupe, mais des petits groupes aussi, ça permet de mieux connecter et d'aller plus en profondeur dans les solutions. Et nous, c'était la première fois à Montréal qu'on organisait un 5 à 7 avec des groupes amis de parc. Donc ici, vous avez les visages de groupes amis de parc, Cap Jarry, la Société du Parc Jean-Drapeau, les Amis du Champ des Possibles, évidemment le Parc du Mont-Royal, les Amis du Parc Angrignon, se sont rencontrés pour partager leurs idées, leurs enjeux, parce qu'avant d'entrer dans les solutions, il faut comprendre les contraintes. Je terminerai en disant que Cap Jarry, justement, le regroupement complètement bénévole qui s'intéresse et qui est un peu reconnu comme une forme de vigie pour le parc Jarry, soulignait entre autres en ce moment que ce qui est assez particulier, bon, on a tous envie d'aller dans nos parcs en ce moment, mais c'est que une des observations que l'équipe a fait, c'est que il y a il faudrait peut-être optimiser l'utilisation de tous les secteurs du parc parce que, et c'est d'ailleurs d'autres élus municipaux qui ont parlé de cette question-là aussi, certains grands terrains sportifs sont présentement fermés à l'usage. Peut-être qu'on pourrait être intéressé à les ouvrir pour des usages non sportifs avec des respects de la distanciation. Ce sont le genre de réflexions qu'on voit. Et si je peux me permettre, on voit ces réflexions de notre côté à Park People, les Amis des parcs, comme de splendides opportunités de réviser la multiplicité des usages dans les espaces. Et ça va bien au-delà des parcs, évidemment. Je pense que la pépinière s'intéresse énormément à ces questions-là. Mais c'est de montrer, en fait, que, ouais, dans le fond, l'espace public peut peut-être être utilisé pas pour ce qu'il était programmé au départ, ou peut-être qu'il faudra arrêter d'hyper-programmer et de laisser un peu libre cours à ce que est peut-être un besoin essentiel. Voilà. Après ça, je terminerai en disant que tous ces phénomènes-là nous fascinent, qu'à Montréal, moi, ça fait 2 ans que je travaille à développer un projet qui n'est pas encore officiellement financé, mais je vois le potentiel et l'émergence de développer un réseau des Amis des parcs de Montréal. C'est un projet qui me tient vraiment à cœur et sur lequel je travaille depuis longtemps avec d'autres partenaires, notamment le Centre d'écologie urbaine, les Amis de la montagne, le Conseil régional de l'environnement. La Pépinière est aussi collaboratrice du projet. Il y a énormément de potentiel à Montréal et je pense que on n'est pas obligé de penser à des regroupements amis de parc de la même ampleur que les Amis du Mont-Royal, les Amis de la montagne. Il y a différents types, mais il y a vraiment une opportunité ici de mieux se connaître, de faire le portrait, les types et de développer des outils pour se soutenir ensemble et partager nos bonnes pratiques. Ça va me faire plaisir de répondre à ces questions-là d'ailleurs. La semaine prochaine, je finis là-dessus. On a notre conférence, premier webinaire à Montréal avec 3 invités, les Amis de la montagne, les Amis du parc Jarry et Sentiers urbains qui présenteront des pistes de solutions spécifiques au parc urbain dans le cadre de la COVID-19. Voilà, donc vous êtes tous invités. Pour vous inscrire, je vais partager dans le chat les liens tout de suite après ma présentation. Et sinon, je vous invite à nous suivre, vous abonner sur nos infolettres. C'est vraiment un plaisir et ça va vite, 8 minutes, j'ai sûrement dépassé. À suivre, mais vive les parcs et merci beaucoup. OK. Bye bye! Là, il faut que je... Merci! Merci Caroline, ouais, c'est parfait, tu peux quitter le partage d'écran. Avant de passer la parole à notre prochaine intervenante, je voudrais juste dire aux personnes qui nous ont rejoints de bien garder le micro coupé, la vidéo également, et d'utiliser le clavardage, donc l'onglet converser pour la fin des présentations pour éviter que la fenêtre pop-up pendant la présentation de nos intervenants. Alors, merci beaucoup. Donc maintenant, je vais passer la parole à Sharon Clavé, directrice de la division du développement durable de la Ville de Québec. Oups. Bonjour. Bonjour tout le monde, ça va bien? Alors, ça me fait plaisir d'être là aujourd'hui pour des raisons techniques. Quelqu'un d'autre de moi qui va changer les diapos, mais je pense que c'est Jérôme. En tout cas, je ne sais pas, mais il va bien faire ça. Vous avez ici à l'écran un des premiers projets, en fait, qu'on a fait avec la pépinière. C'est la Marina Saint-Roch. C'était un espace, en fait, je pense que c'est intéressant d'avoir l'historique, puis ça donne un peu, ça a donné en fait le ton, malgré qu'on avait quelques initiatives un peu partout à la ville, mais ça a donné quand même le ton de ce qu'on fait présentement. La marina, en fait, c'est une des piscines, je crois que c'est la plus utilisée de Québec, qui est sur le bord de la rivière Saint-Charles, quelque chose qu'on pourrait
plus faire aujourd'hui. Une architecture de béton des années 70. Outre la piscine, ça manquait un peu d'amour. Et puis, on a eu, dans le cadre de notre projet du plan des rivières, l'idée de travailler avec Pépinière et d'en faire un lieu, un oasis en fait de verdure et de rassemblement. À l'époque, on avait le droit de faire des choses comme ça, donc sur le bord de la rivière pour montrer comment ça pouvait être agréable, dans le fond, d'être sur le bord de la rivière et de redécouvrir, en fait, que nos citoyens et nos usagers redécouvrent là, les rivières. Fait que c'était vraiment dans une philosophie d'un projet là, qui était concentré sur la redécouverte des rivières. Ce projet-là est toujours en cours. Et donc, ce qui nous amène cet été à poursuivre le projet, notamment sur quelques parcours. Donc, c'est des photos à l'intérieur de la marina. Vous pouvez voir là, juste en bas la piscine et peut-être un petit peu plus loin avec un peu d'imagination, l'eau qui n'est pas tellement bleue, mais qui est quand même quelque chose de très beau. Récemment, en fait, dans cette période de COVID, c'est sûr que toutes les activités, en étant dans une ville, entre autres, on est beaucoup sur la sellette, donc nos activités, nos animations, etc., donc ils sont toujours évidemment là, régis par le décret du gouvernement, puis on doit revoir nos façons de faire. Ce qui est intéressant, c'est que, en fait, je pense que c'est une des premières choses que le maire a annoncé comme activité cet été, c'est qu'on va se tricoter un été, puis par la suite, il nous a dit on va faire plus de places éphémères cet été, ça va nous permettre de pouvoir donner un peu de vie à notre ville, aux gens. On est une ville très animée à Québec. On a le festival d'été, évidemment, là, qui attire de nombreuses personnes. On a Où tu vois quand tu dors à marcher, on a plein de choses. Pas tout de suite, Jérôme, je vais continuer juste. Donc, on a plein de choses, en fait, qui se passent à Québec. Cette année, tout est cancellé. Donc, c'est vraiment quelque chose, je vous dirais que c'est un ressenti assez important au niveau de l'organisation municipale, là, ce qui se passe présentement. Et donc, le défi que le maire nous lance de faire plus de places éphémères cet été, tout ça avec le décret et l'idée de faire 0 rassemblement. Vous voyez sur la photo là, qu'on a quand même un peu de travail à faire, donc il va falloir réinventer nos places éphémères cet été. Puis, on s'est mis à... je pense que dans tout projet où il y a des contraintes, ça nous amène à être plus innovants. Donc, on a dit, pourquoi pas parler d'un parcours de places éphémères. L'idée, c'est que pour respecter la loi, on va déambuler, on va permettre aux gens d'accéder aux places éphémères, mais on va essayer d'en faire plus puis d'étendre nos places afin que les gens puissent choisir et respecter là, les normes là, de distanciation sociale. Oui, tu peux, Jérôme, s'il te plaît, avancer. Donc, nos places éphémères, au départ, nous, on les appelle éphémères, on les appelle transitoires aussi. Je vous explique un peu plus tard la différence. C'est des endroits où on voulait favoriser la vie de quartier. Au tout départ, on a travaillé beaucoup sur des places dans le centre-ville, mais de plus en plus, dans le fond, dans les banlieues moins denses, les gens en ont voulu. Il y a beaucoup d'implications citoyennes à travers tout ça. Puis, il y a tout le volet de sentiment d'appartenance. Et l'implication citoyenne se fait à plusieurs niveaux, puis citoyens à plusieurs niveaux aussi, dont des citoyens corporatifs, des organismes, des sociétés de développement économique. Il y a même des bibliothèques qui sont du réseau de la ville, évidemment, mais qui vont aussi participer. Donc, on n'est pas le seul service là, à créer des places éphémères. Et puis, il y a tout le volet de vivre ensemble, puis de sécurité urbaine qui nous est apparu. Tantôt, ma collègue, juste avant, vous parlait d'études. C'est ce qu'on voit apparaître de plus en plus à travers ces projets-là. C'est qu'il y a tout ce phénomène là, de consolidation de quartier qui se prépare depuis tout ce temps-là, puis qui se consolide de plus en plus. Et donc, on est vraiment, je pense que c'est ce que les élus ont vu, je pense que les citoyens ont aussi vu cette opportunité-là et de plus en plus, on a de demandes pour faire des choses. Suivante. Première année, on a quand même un historique intéressant. Première année en 2013, c'était tout petit. Si vous connaissez la rue Caron et Saint-Joseph, il y avait le banc d'église, le banc en fait, un collectif qui a fait un banc d'église à la nef. C'était beaucoup plus, dans le fond, des bancs et des bacs d'incroyables comestibles dans un quartier assez défavorisé et dont les gens pouvaient se rassembler autour là, de ce premier projet.
par la suite, il y a eu plusieurs autres projets. Un des projets qui a été initié par la Ville, puis quand je vous parlais de places transitoires, c'est vraiment, nous, quand c'est issu du milieu, on les appelle les places éphémères. On a un appel de projet maintenant pour les places éphémères issues du milieu, puis on a des places transitoires qui sont faites par la Ville. Donc, la bibliothèque Charles Blais, quand vous voyez Initiative de la Ville à l'écran, c'était un des premiers projets qu'on a fait. Et je vous dirais que c'est non seulement des lieux de rassemblement, de sentiments d'appartenance, des cœurs de quartier, c'est un peu le perron de l'Église de certains secteurs, c'est aussi devenu un outil interne très intéressant. Tantôt, c'est Caroline, je crois, parlait de hyper programmer, de laisser aller. Bien, c'est exactement ce qu'on fait maintenant. On utilise en fait cette méthode-là pour, c'est même devenu un incontournable. On va faire toujours une place transitoire en amont d'une place publique. Et c'est un peu comme ça que les designers et les architectes paysagistes travaillent dorénavant, c'est à faire des choses qui sont permanentes, qui sont rapides. Et là, on teste sur le terrain, en fait, comment réagissent les gens, puis qu'est-ce qui marche, puis qu'est-ce qui ne marche pas, puis qu'est-ce que les gens aiment, mais qu'est-ce qu'ils aiment moins. C'est sûr qu'en termes de matériaux, en termes de coûts, en termes de possibilités, c'est plus restreint, mais on arrive quand même à faire des choses intéressantes. Donc, déjà 2018, on avait près de 30 places éphémères, là, 5 ans plus tard, là, sur le territoire. Suivante. Ici, c'est un exemple, Charles Blais, dont je vous parlais, une des premières places. Cette place-là, en fait, doit être en place depuis 5 ans et on a renouvelé un peu le matériel l'an dernier, ou il y a 2 ans, je crois. Et on va aller en appel d'offres l'année prochaine là, pour refaire la place au complet. Ça nous a permis de voir les zones d'ombre, qu'est-ce que les gens aimaient, les carrés de sable, c'est utile, non utile, et comment, en fait, tout ça circulait. En cette période de COVID, justement, ce matin, quelqu'un qui habite le quartier dans mon équipe me disait « mais c'est plein ». Les fins de semaine, il y a une crèmerie juste à côté, c'est sur la rue Mégoire, donc c'est vraiment un lieu là, important. Et ce qui est intéressant, c'est que la SDC, on travaille beaucoup avec les sociétés de développement économique là, par artère, et on a, pour alléger la tâche, évidemment, puis pour dynamiser davantage, là, comme ville, ces artères-là, c'est notamment les sociétés de développement économique qui ont repris le relais de l'animation de ces endroits-là. Fait que, dans le fond, c'est un coût vraiment intéressant pour nous puisque les SDC s'occupent de l'ensemble, soit de l'animation, du nettoyage, de faire des activités, de raconter des histoires. Il existe parfois des clowns ou des trucs comme ça qui sont programmés sur ces places-là, mais ça permet aussi à la ville, dans le fond, de donner une plateforme intéressante à ces artères-là, puis en fait d'attirer là, des commerçants et attirer aussi des acheteurs. Pointe-aux-Lièvres, un autre projet qu'on a fait avec la Pépinière. Pointe-aux-Lièvres, c'est le 2e plus grand parc de Québec. Sur le bord des rivières, c'est un premier écoquartier aussi à Québec, quartier en mutation. Il y a quelques années déjà, ça commençait à se construire, là, les buildings, les tours d'habitation. C'est un quartier qui est limitrophe, un peu comme la Marina Saint-Roch, entre le quartier Saint-Roch et le quartier Limoilou. Et l'idée, c'était de faire un noyau un peu plus convivial dans ce quartier et de créer quelque chose pour que non seulement les gens déambulent dans le parc, parce que c'est un parc immense, mais que les gens puissent s'arrêter puis d'avoir un petit oasis là, intéressant. Ça nous permet aussi, là, comme travail, d'aller chercher le programme des besoins de façon beaucoup plus efficace. En architecture, en aménagement, souvent, on va créer des programmes de besoins, on va faire des consultations, des choses comme ça. C'est une forme de consultation qui s'étire sur quelques années. On travaille, comme je vous montrais avec Charles Blais, mais avec Pointe-aux-Lièvres, puis même justement avec la place Jacques-Cartier, on travaille sur des périodes de 4 à 5 ans, en fait, dans ce modèle-là. Fait que ce qui est intéressant, c'est vraiment d'observer la place, de voir comment elle vieillit, comment elle vit. C'est qui la foule qui s'approprie la place à des heures qui sont très différentes aussi. On n'a pas tout le temps les mêmes personnes. Dans le coin de Pointe-aux-Lièvres, on a compris que la garderie juste à côté, qui avait un tout petit terrain, donc le parc devenait un outil, un terrain intéressant pour eux. Jacques Cartier, même. Oui. En fait, je vois qu'il te reste encore beaucoup de slides. Peut-être survoler un peu plus les projets, puis passer aux solutions pour l'adaptation à cette année, puis notamment le fait que vous investissez plus d'argent dans le programme cette année. Oui, parfait. Vas-y. Dans le fond, on va renouveler ces places-là cette année. Ici, il y a la cohésion sociale, là, qu'on a des places qui se font, qui lèvent d'elles-mêmes par le milieu.
donc avec des organismes là, plus communautaires, dont PECH, là, qui est un organisme en santé mentale. Un peu plus loin, ça c'est un sondage, je vous laisse le passer. Ici, parcours redécouvrir. En fait, nos solutions qui sont plus innovantes cette année, c'est évidemment une des solutions, c'est d'en avoir plus pour pouvoir répartir les gens un peu partout. On va utiliser cette année les outils d'aménagement justement pour créer de la distanciation le plus possible là, avec le mobilier. C'est du mobilier qu'on a fait faire. Vous trouvez probablement qu'il est un peu plus permanent qu'un mobilier de place éphémère habituellement. Et ce qu'on veut créer, c'est le parcours avec, à certains endroits, ce ne sera pas nécessairement des lieux qui vont être tous animés. Il y a quelques animations là, qui doivent être dédouanées, mais dans le fond, on va créer des parcours où les gens vont pouvoir visiter chacune des places éphémères. Il va y avoir des marquages au sol. On transforme, dans le fond, certaines places avec des chaises de couleurs différentes pour montrer aux gens qui ne doivent pas nécessairement, s'ils ne sont pas de la même famille, s'asseoir ensemble. On va parler vraiment d'interprétation. Les places vont être davantage agrandies à certains endroits. Par exemple, au Jardin de l'Hôtel de Ville, on coupe de moitié le mobilier urbain, mais on va mettre autre chose qui va permettre non seulement juste de s'asseoir, mais de rester debout. On a travaillé aussi pour faire plus de place à plusieurs endroits. On le fait dans le cadre des stations chaleureuses l'hiver. On a créé ce qu'on appelle un peu nos kits. Donc, on fait des achats massifs là, de chaises Adirondack, de poêles, de foyers. Et là, ça nous permet, dans le fond, de pouvoir déployer rapidement un grand nombre d'endroits. Évidemment, chaque place a une signature particulière. Donc, oui, on a quelque chose de standard, mais ça nous permet, par contre, de personnaliser. Puis le fait de travailler avec les organismes, c'est là où chaque place trouve sa couleur aussi à travers les différents quartiers. Ce qu'on voyait un peu, je pense que la prochaine, on le voit un petit peu plus, je ne sais pas. Ce qu'on voit ici, là, c'est des couleurs qui sont différentes. C'est des places qui sont, celle à droite, là, qui est Passage Olympia. En fait, c'est sur la rue Saint-Jean, puis c'est effectivement une couleur qui est très différente. Ce qu'on a fourni, nous, dans le fond, c'est l'infrastructure à l'époque, mais qui pourrait être fait aussi cet été. On fournit l'infrastructure, les chaises, le mobilier, on va faire des plantations, la fresque, là, ça devient aussi un endroit où on peut exposer. Donc, les gens, oui, ils peuvent déambuler, mais ils peuvent aussi s'asseoir et prendre du temps. Donc, dans l'aspect innovant, je ne sais pas si on est innovant ou on est juste, on a la possibilité là, de faire, puis on a les budgets pour le faire. Donc, ce qui vient intéressant, puis je pense que tout le monde y trouve son compte, donc c'est ce qui nous permet là, d'aller de l'avant. Puis, comme je vous disais, on a déjà comme une expérience d'une trentaine de places en 2018. L'année passée, on en a eu un petit peu moins. Cette année, on devrait être autour de 44. Donc, c'est quand même beaucoup de places. Ils sont à des niveaux différents, des grandeurs différentes. Mais donc, je pense surtout que c'est le support que les organismes apportent, le fait d'avoir eu aussi cette historique-là qui nous permet là, d'avoir la crédibilité, si je peux dire. Donc, on travaille aussi sur des appels d'offres plus importants. Donc, ça nous permet de faire des achats un peu regroupés qui vont servir notamment au nettoyage, l'entretien dans un volet d'appel d'offres, un autre volet d'acheter du mobilier puis de disperser notre mobilier. Ce qui nous permet aussi de tester du mobilier. Là, comme ville, c'est important là, de pouvoir tester des choses. Donc, c'est un peu comme ça qu'on va travailler cet été. Ça va me faire plaisir de répondre à vos questions si jamais il y a des questions supplémentaires. En 8 minutes, c'est sûr que c'est très rapide. Et donc, je pense que la dernière diapo est intéressante. On reçoit des beaux messages chaque année de personnes, on le voit ici, notamment des gens. En fait, c'est un peu notre gagne-pain quand on voit qu'on peut avoir aidé des gens à travers ces immobilisations-là, parce qu'en fait, nous, on fait de l'aménagement, mais on voit que ça répond à un besoin, puis c'est beaucoup plus que des simples chaises et quelques scènes et quelques animations. C'est vraiment des milieux de vie intéressants où les gens se retrouvent et reçoivent aussi quelque chose. Super. Je vais enchaîner. Merci Sharon.
Mais en fait, pourquoi on voulait vous avoir, c'est parce que déjà, la ville de Québec, vous avez été les premiers, en fait, il y a un mois, plus d'un mois, à dire on va investir 300 000 $ de plus dans les places éphémères parce que les gens auront besoin de l'espace public cet été. Donc, je trouve que là-dessus, vous avez été visionnaire. Deuxièmement, en fait, ce qui nous intéressait, c'est qu'à Montréal, on voit beaucoup que là, on s'est beaucoup positionné. Oups, excusez, mon Dieu. On s'est beaucoup positionné sur les corridors, de mobilité finalement, mais il y a un gros flou sur les parcs et qu'est-ce qui peut être fait dans les parcs ou même sur la scène culturelle. Ça, on le verra un peu avec le quartier des spectacles après. Bref, et qu'on va suivre ce qui se fait à Québec. Laura, je vais partir. Oui, vas-y. C'est bon. C'est bon. Ouais, pas de problème. On voit bien. Donc, on fait tous des 8 minutes qui durent 12 minutes, fait que j'espère que ça va. Ouais, donc c'est ça. Nous, on a essayé de regarder en fait qu'est-ce qui peut faire que l'espace public soutienne la vitalité sociale, commerciale et culturelle dans les quartiers. On a écrit des articles un peu par rapport à ça. Puis je vais faire un résumé de la manière dont on voit les choses, puis même d'un côté réglementaire. Déjà, c'est clair que quand on a appris que les grands événements culturels de tout l'été jusqu'au 31 août étaient annulés, il y a beaucoup de groupes des Amis des Parcs ou même nous, en fait, qui avons vu quasiment toutes nos activités arrêtées. Il y avait un gros flou puis une interprétation comme quoi s'il n'y a pas d'événement, il n'y a pas de rassemblement. Mais nous, on ne comprenait pas vraiment ça parce que oui, les grands événements, ça fait venir beaucoup de personnes en un même lieu, ça crée de la destination, des gens qui ne viennent pas forcément du même milieu, donc ça pose un problème qu'il y a une concentration très forte de gens. Mais nous, ce qu'on fait à la Pépinière, c'est beaucoup plus, on voit ça beaucoup plus comme des places de quartier, donc des gens qui vont prendre une marche dans leur parc de proximité, puis qui vont retrouver, pouvoir voir des gens à distance. Puis on se disait, on avait un peu plus de mal à comprendre ça allait être quoi le problème. Puis on se disait au contraire, mais les gens auront besoin d'espace, auront besoin de sortir. Puis s'il y a bien quelque chose qui peut aider, c'est une place de quartier. Donc on voit un peu, ça c'est le carré NDV qu'on a fait à la Pépinière. Les gens, déjà, c'était l'an passé, les gens déjà sont naturellement un peu loin dans leur bulle. Quand les gens pique-niquent, depuis la nuit des temps, on pique-nique en pratiquant la distanciation physique parce qu'on ne veut pas rentrer dans la bulle des gens. Donc, c'était un peu notre lecture. Ici, si on regarde le quotidien d'une place, les Jardins Gamelin, ce n'est pas comme un grand événement où tout le monde est entassé. Les marchés publics, c'est des endroits où on peut garder quand même la distance. Bon, il y a toutes sortes de contraintes cette année. L'animation de parc, comme ici à Montréal-Nord. Puis je vous dirais qu'il y a eu un effet tournant en fait. C'était la première semaine de beau temps, qui je pense c'était il y a 3 semaines. D'un côté, il y a eu plein de gens qui sont sortis dans les parcs, puis en même temps, il y a eu l'article de François Cardinal, faire de Montréal une immense terrasse. Puis le téléjournal qui diffusait les images de Vilnius, on avait presque l'impression de voir le futur. Vilnius en Lituanie, où il y a des gens même qui jouaient de la musique dans les rues finalement, quelque chose, une image très vivante d'une ville, alors qu'on pensait qu'on n'aurait pas d'été à cause des grands événements annulés. Puis là, donc Vilnius à droite, une grande place transformée en grande terrasse, ou en Floride, plusieurs villes qui implantent ces terrasses avec distanciation physique. Puis moi, je lis beaucoup, puis il y a beaucoup d'études, puis on ne peut pas s'improviser scientifique là, mais quelque chose qui ressort beaucoup, c'est qu'il y a des problématiques avec les espaces confinés où il y a peu de circulation d'air et où les gens restent longtemps, puis il va y avoir beaucoup de contamination. Mais un des scientifiques qui est très, très drastique et qui est même pas vraiment pro-déconfinement, Christian Drosten, virologue allemand, là, qui a mis au point dès la mi-janvier le test de dépistage du Covid. Dans un podcast qu'il a à chaque semaine, il a déclaré il y a 2 semaines que les espaces extérieurs devraient être classés comme des zones relativement sûres. Donc, on voit beaucoup quand même de littérature qui disent que le plus possible, toute activité extérieure devrait être encouragée. Puis donc, ces premières semaines de beau temps, on l'a vu dans les parcs, puis en fait, je pense que les gens ont critiqué puis ont été frappés parce qu'on avait un sentiment de normalité. Mais quand on regarde sur cette photo, la plupart des gens sont à distanciation physique, puis la plupart des gens respectent les consignes. Il y a quelques abus, mais même le SPVM disait lui-même que c'était relativement bien respecté. Donc, on voit que la distanciation peut quand même se faire dans un cadre convivial dans les grands espaces. Puis, si on regarde au niveau des commerces, il y a beaucoup d'innovations oui, les commerces sont fermés, mais il y a du service au comptoir qui se faisait. Donc ici, dans le cadre d'une crèmerie qui n'est pas supposée être ouverte, ils avaient quand même fait un stand qui s'ouvre sur l'extérieur et qui fait beaucoup penser un peu à ce qu'on pourrait voir avec la bouffe de rue. Puis on regarde au marché Atwater, la semaine passée, le food court du marché Atwater
a réouvert. Donc, des restaurateurs ont déjà réouvert et pas en take-out. Enfin, ils font du take-out sur place, mais ils ont rouvert et ils ont simplement les marchés enlevé les tables de pique-nique pour pas que les gens restent sur place. Et donc, on voit qu'il y a des activités qui peuvent se faire. Donc, nous, en voyant tout ça, on a réalisé qu'en fait, nos projets étaient possibles et qu'au contraire, les gens auraient besoin même de ces lieux-là, de ces espaces publics, puis qu'il faudrait même en créer plus parce que la distanciation physique prend beaucoup d'espace. Et on a vu nos projets par couche de déconfinement progressif, on va dire. La première couche, c'est vraiment les espaces publics. C'est des lieux qui permettent la déambulation, la détente, le pique-nique ou le joli. Puis ça, Sharon en a parlé avant. Et on le voit quand, pour toutes ces pratiques, les gens naturellement optent majoritairement pour un comportement où ils respectent la distanciation. La deuxième couche qu'on voit qui est déjà permise, c'est les marchés. Tout ce qui est vente au comptoir, take-out, cuisine de rue ou café en mode distributrice. Donc ça, c'est quelque chose qu'on va regarder dans nos projets puis éventuellement d'en implanter dans des parcs. La troisième couche qu'on commence à sentir qui s'en vient, c'est la culture, mais donc vraiment de faire de la culture des spectacles qui peuvent se vivre avec la distanciation. Donc pas des gros shows de Pierre Lapointe, là, mais des spectacles ou des ambiances musicales qui relèvent un peu le moment sans obliger les gens à se rapprocher trop. La cerise sur le gâteau, c'est un gâteau, nos graphistes m'en voudraient d'avoir fait ce schéma-là, mais c'est la cerise sur le gâteau, c'est le volet buvette qui permet vraiment aux gens de rester plus longtemps puis de profiter, de faire du rapprochement social plus longtemps dans les espaces. Ça, par contre, ça va être le plus dur à débloquer parce que c'est des permis d'alcool, notamment pour l'espace public, qui se basent sur des permis événementiels. Puis on a fait une première demande qui a été refusée. Mais éventuellement, on considère que des buvettes en extérieur, c'est beaucoup plus viable que des bars en intérieur ou même des bars sur des petites terrasses de placotoirs. Donc, c'est un peu ça le schéma qui résume pour nous une vision d'un espace public vivant dans un contexte de COVID. Puis aussi, l'idée des comptoirs de quartier, bon là, les commerces vont rouvrir même à Montréal, mais on pense que ça peut être intéressant dans les parcs, là où les gens peuvent être en grand nombre, tout en restant distants, de venir créer un peu des marchés de quartier qui permettent aux parcs de se transformer, qui viennent des lieux pour des cafés, des boutiques, des marchés fermiers, des restaurateurs locaux qui font de la vente en bouffe de rue, les petites scènes culturelles et des buvettes sociales le soir, de la boulangerie aussi le samedi matin, etc. Donc, qui pourraient créer des regroupements de commerçants locaux qui fait que ça devient plus attrayant d'aller dans le parc pour magasiner que, mettons, dans la grande surface comme Costco ou Walmart. Ça, c'était une image qu'on a utilisée. En fait, c'est l'association des restaurateurs de rue au 375e de Montréal qui avait fait des grandes terrasses dans les parcs. Puis c'est sûr que là, il faudrait créer plus de distance, mais on voit qu'il y a quand même une opportunité dans les parcs pour créer allier bouffe de rue, grandes terrasses ou grandes aires de pique-nique pour que les gens puissent quand même profiter de l'espace extérieur avec des activités à faire. Pour la pépinière, puis je me suis chronométré, je suis déjà à 7 minutes 30. La pépinière, en fait, notre vision pour cet été, c'est un peu de créer un réseau de places de quartier. Donc, finalement, en fait, ça rejoint un peu ce que Sharon, tu venais de dire avant. Avec nos propres moyens, par contre, là, on s'entend. Et je vais parler rapidement des adaptations qu'on a. Donc, le village au pied du courant, tel quel, on ne peut pas le faire parce que c'est un projet qui se base beaucoup sur quand même des grands rassemblements. Par contre, on souhaite activer la vision d'une promenade au pied du courant. Donc, ce serait dommage de fermer le grand site asphalté et que la population puisse pas se l'approprier, d'autant plus que le parc du pied du courant cet été est en chantier. Donc là, on est en train de discuter pour ouvrir la grande plage, donc c'est grand espace, puis plutôt qu'il reste comme ça cet été, on va pas faire le grand projet, mais au moins essayer d'amener du sable et de créer une plage urbaine pour les gens du quartier. Ce à quoi on peut ajouter, ça c'est une petite slide au niveau du mobilier. On me demande beaucoup c'est quoi le mobilier innovateur là, pour l'été. Puis très honnêtement, le meilleur des mobiliers, j'ai l'impression, c'est du gazon, puis demander aux gens de ramener leur panier pique-nique et leur nappe. Et j'ai l'impression que pour se protéger de la pluie et du soleil, les ombrelles vont peut-être redevenir à la mode. Puis si on regarde une autre mesure qui peut être intéressante, c'est ici dans un parc, alors je ne sais plus c'est où, mais ils ont des zones avec des petits drapeaux. Donc pour faire des commandes ou du take-out par exemple, les gens ou les nappes de pique-nique ont des adresses dans les parcs. Un autre projet qu'on a qui est à la promenade
la Bellerive, là, on voit encore une fois un très, très grand territoire et qui finalement sera jamais est tellement grand qu'il ne sera jamais surutilisé. Donc, on peut créer de la vitalité dans ce secteur-là. Je ne montre pas d'image du projet, mais juste des espèces de cartes postales qui ont été faites par nos graphistes que je trouve vraiment bien parce qu'on va tous moins voyager cet été. Puis je trouve que dans ce lieu-là, qui est un grand endroit, on a la capacité, en rehaussant un peu le lieu, de créer un lieu qui dépayse, puis un lieu un peu de vacances en ville. Puis si on regarde au niveau des activités de ce lieu, là, j'ai repris le petit gâteau, là, ça va être principalement un grand parc, une plage avec de l'agriculture urbaine, un marché et comptoir de quartier, donc un marché fermier. Il y aura éventuellement de petits événements qui pourront se débloquer, puis peut-être que si le déconfinement le permet, il y aura éventuellement en plus une buvette. Un autre projet de place de quartier, qu'on travaille, qui n'est pas encore débloqué, mais qui est à Pointe-aux-Trembles, qu'on travaille avec le milieu, qui est donc au bord de l'eau à Pointe-aux-Trembles. En fait, c'est aussi l'idée de créer une petite plage urbaine, donc de ce petit lieu qui dépayse, et puis tout un mouvement local avec les commerçants et le marché fermier local pour vraiment, parce qu'ils n'auront pas de place pour fermer la rue Notre-Dame, parce que c'est une artère. Donc, pour que les commerçants aient de l'espace, d'aller dans l'espace public pour leur permettre de faire de la vente et se regrouper ensemble pour être plus forts. Ça, avec ces 3 projets un peu de plage qu'on a dans les quartiers, on se pose la question, ce serait peut-être intéressant, parce qu'à peu de coûts, on est capable de créer des plages finalement, puis on s'inspire un peu de Paris-Plage à Paris, où on voit, ça c'est une photo d'il y a longtemps, mais les gens restent déjà dans leur bulle. Rapidement, les jardineries, qui est un projet qu'on a depuis 5 ans maintenant. On va essayer de l'ouvrir aussi cet été. La base, c'est vraiment d'ouvrir un grand jardin d'agriculture urbaine. On a des demandes de personnes qui veulent juste venir jardiner. La deuxième couche, ce serait d'ouvrir un comptoir bouffe ou un petit marché, donc éventuellement des camions de bouffe de rue ou un food court. Après ça, encore une fois, la couche de petits événements qui pourrait se rajouter et la buvette en dernier temps, si c'est possible cet été. Là, je parle d'un projet qu'on accompagne. En fait, on accompagne dans le cadre du guichet d'initiative l'espace La Fontaine, donc le restaurant dans le chalet de parc. Ils sont en train d'essayer de faire un plan de rouverture et de relance aussi. Et ils se rendent compte que oui, le parc La Fontaine, à la fois, il y a comme un peu trop de monde, et puis ils se rendent compte qu'ils pourraient jouer un rôle pour encadrer tout ça, puis pour mieux gérer la distanciation physique entre les gens. Eux, au niveau du restaurant, ils sont en train de mettre en place un modèle de take-out et de panier pique-nique. Donc, les gens font la file, rentrent dans le bâtiment, ils vont le manger dans le parc. Et avec eux, on réfléchit à des aménagements qui pourraient mettre en valeur le bord de l'eau, qui est sous-utilisé en ce moment, alors que tous les endroits en herbe sont surutilisés, et permettent aux gens de se rapprocher de l'eau. Une petite scène éventuellement sur l'eau pour qu'il y ait une ambiance musicale qui soit diffusée dans le parc sans que ce soit des gros concerts, des gros rassemblements. Puis par rapport au parc La Fontaine, on trouve qu'il ne faudrait pas en venir avec une solution, c'est pas si extrême dans le contexte, mais une solution telle quelle qui est trop d'encadrement de l'espace. Et aussi, actuellement, la régulation se fait plus par des policiers. On a vu des images un peu bizarres, mais bon, les policiers restent quand même très conviviaux considérant le contexte. Ils font pas trop d'interventions musclées. Ceci dit, on a vu à la salle des brigades ou des organismes locaux qui sont plus en lien avec les gens, qui les sensibilisent très gentiment au fait qu'il faut garder à leur distance. Donc, on voit les organismes locaux comme Espace La Fontaine pourraient être le relais terrain pour assurer cette distanciation. Puis là, je pense que j'ai déjà parlé trop de temps, fait que je vais aller très vite là-dessus. Caroline, elle en a déjà un peu parlé. Le parc La Fontaine est surutilisé, il est vraiment bondé, et en même temps, on voit qu'il y a des parcs qui sont boudés. Il y a plein de parcs locaux, puis notamment dans les quartiers plus excentrés, qui sont finalement une accumulation d'équipements sportifs qui actuellement sont fermés et qui créent que les parcs sont très peu attrayants et que les gens s'y sentent pas forcément bien ou n'ont pas forcément envie d'y aller. Puis ça, c'était le parc. Donc, dans mon quartier, il y a 2 types de parcs. Là, ça, c'est le parc qui était bondé, qui était plein la fin de semaine passée. Puis la même fin d'après-midi, un autre parc, en plus dans un secteur plus défavorisé où il y a des tours d'habitation, il n'y avait personne. Et il n'y a pas d'intérêt, il n'y a pas d'attrait à être dans ce parc-là. Et on voit finalement, c'est juste une accumulation d'air sportif et puis des chemins qui passent au travers. Donc là, on a juste pensé une petite idée. Les terrains de baseball, est-ce qu'ils vont réouvrir cet été ou pas? On ne le sait pas. Mais ça pourrait être des endroits qui sont très intéressants en fait, pour venir créer des événements culturels avec distanciation physique. Où les gens, encore une fois, sur leur nappe de pique-nique, pratiquent assez naturellement la distanciation physique.
On pourrait aussi penser à quadriller un peu plus l'espace, puis en faire quasiment des amphithéâtres avec des petits drapeaux, chacun à sa zone, etc. Puis si on regarde, là, si on reprend ce schéma-là qu'on a vu à New York, ce pattern de rond, on est capable de mettre 256 cercles comme ça sur un terrain de baseball. Donc, ça représente juste, c'est abstrait, mais ça représente à quel point il y a de l'espace qui est finalement sous-exploité dans les parcs, alors que ce que les gens vont chercher cet été, c'est des zones de gazon pour pouvoir, oui, déambuler, mais aussi se poser dans des endroits puis profiter d'être en extérieur. En conclusion, oui, la distanciation physique requiert énormément d'espace, mais il reste énormément d'espace à valoriser pour permettre aux gens de profiter de l'extérieur. La distanciation, ça peut se vivre de manière conviviale dans les parcs, places et grands espaces. Il faut bâtir une équité territoriale parce que les quartiers plus excentrés sont moins bien desservis en espaces extérieurs de qualité. Puis on a vu beaucoup d'initiatives dans les centres ou de corridors sanitaires dans les centres, mais finalement assez peu dans les quartiers excentrés. Les acteurs locaux sont des bons relais de terrain pour éviter les abus et encadrer la distanciation. Puis c'est un moment propice à innover dans l'espace public pour mieux vivre la crise, mais en même temps peut-être préparer la relance et mieux penser sur le long terme nos espaces. J'arrête le partage et je pense qu'on n'a tous pas tenu nos 8 minutes, donc on va s'arranger pour la prochaine question. Amélie va pouvoir prendre le temps également. Donc je passe la parole à Amélie Moncelet, conseillère dans la programmation de Quartier des spectacles. Oui, bonjour, merci. Je vais essayer de ne pas trop m'étendre. C'est super intéressant. Merci beaucoup là, à ceux qui sont passés avant. Donc, je vais partager mon écran aussi. Un instant, vous voyez mon écran? Oui, très bien. Parfait. Donc, nous, c'est sûr qu'au Quartier des spectacles, c'est un lieu qui reçoit traditionnellement l'été une quantité phénoménal de festivals et d'événements de grande envergure et de petite envergure, mais c'était clair que tout ça allait être annulé. Donc, on s'est ramassé avec vraiment, en fait, rien du tout. Tous les événements annulés, puis on est obligé de le respecter parce que c'est de très grands rassemblements. Et nous, on s'est dit que on voulait vraiment, c'est clair qu'on voulait vraiment continuer de faire vivre le cœur culturel de Montréal d'une autre manière, en créant un espace qui donnerait au public l'occasion de profiter d'un été montréalais qui va être unique, c'est certain, et qu'on espère inspirant. On s'en reparlera à la fin de l'été. Je vais vous parler principalement du pôle ouest parce que, donc, ça, c'est ce qui est autour de la place des festivals, place des arts dans ce coin-là, parce que c'est vraiment là qu'on a dû repartir à zéro. Rapidement, l'intention derrière ce qu'on a imaginé est née vraiment tout simplement du constat que la ville s'était vidée de ses humains et de ses festivals pour l'été et qu'on appréhendait cette absence-là, mais en même temps que ça pouvait être une super belle occasion pour repenser notre présence à l'espace public différemment et pour essayer pas de recréer, mais de remplacer d'une façon tout aussi, disons, créative le foisonnement culturel événementiel qu'on a l'habitude de voir au centre-ville à Montréal. Et donc, on s'est dit, la place est libre. Parce que la place est vraiment libre et la place est libre pour donc circuler, prendre le temps de penser, de créer, inventer, libre pour que la nature s'y installe. Ça, c'est un de nos angles que je vais vous présenter rapidement. Et libre aussi pour que les partenaires investissent l'espace public donc différemment. Donc, on a été guidé par 3 axes qui sont la nature qui a pris une grande place dans notre réflexion parce que d'après les ateliers d'idéation qu'on a fait, c'est vraiment beaucoup revenu le fait de vouloir être proche de la nature en ces temps de confinement et peut-être plus loin des écrans. Le jeu et la rencontre, donc pour continuer à avoir des contacts qui ne sont pas seulement, encore une fois, numériques avec les gens qu'on connaît ou qu'on ne connaît pas. Et la prise de parole et la réflexion, parce que on sent aussi que les gens ont quelque chose à dire, ont toujours quelque chose à dire, mais particulièrement à travers cette période-là, les gens ont envie de s'exprimer. Donc, l'idée, c'est qu'on a créé un aménagement, donc un peu comme ce que les autres ont présenté. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on a décidé
de verdir la place des festivals, le quartier, la place des festivals, pour justement offrir cette dimension de nature dans un endroit qui normalement est un espace super minéral, qui est fait pour accueillir des grandes foules. Donc, on s'est dit qu'on allait amener la dimension plus naturelle là et on a créé un aménagement justement pour que les gens puissent manger. Au quartier des spectacles, c'est beaucoup de travailleurs qui ne sont pas là en ce moment, mais qui vont probablement revenir peu à peu. Puis il y a aussi quand même des résidents dans le quartier, donc pour que les gens puissent vivre. On a aussi imaginé quelques éléments de programmation qu'on va produire. Mais le but de l'exercice, le cœur de l'affaire, c'est qu'on invite les partenaires, les festivals et les collaborateurs du partenariat à nous proposer des éléments de programmation. Puis en fait, c'est eux vraiment qui vont mettre la chair autour de l'os de ce qu'on a imaginé. Voilà, donc les buts qu'on poursuit, ben, c'est évidemment donc que le quartier demeure un lieu de rencontre avec la culture parce qu'habituellement, c'est vraiment ça, la rencontre avec la musique, l'art visuel, etc., etc. Mais c'est aussi de permettre aux partenaires, collaborateurs et autres acteurs du quartier de continuer de manifester leur présence dans l'espace public parce que les théâtres sont fermés, donc le lien vivant, du moins, est coupé avec le public. C'est sûr qu'il y a plein d'initiatives en ligne et c'est génial, mais ça ne remplace pas quand même le lien vivant. Donc, on veut leur permettre le plus possible de continuer de se manifester. On veut aussi, mais à travers eux, à travers les partenaires, conserver le lien vivant entre le public et les artistes. Et finalement, tout ça, avec tout ça, on espère aussi soutenir l'ensemble de l'écosystème, c'est-à-dire de faire revenir les gens dans le quartier, même si les salles de spectacle sont fermées, même si les salles de restaurants, jusqu'à preuve du contraire, sont fermées aussi, que tout ça puisse quand même continuer à vivre, que les gens reviennent et puissent justement peut-être prendre du take-out dans les restaurants et continuer quand même de consommer, je n'aime pas vraiment ce mot, mais la culture qui est là malgré tout. On a vu aussi notre plan, un peu comme Jérôme disait, selon 4 étapes qui ne sont pas exactement pareilles, mais on invente tous. Et c'est ça, donc on a mis, dans le fond, ces étapes-là, ça sert de balise. Puis c'est certain qu'après, on imagine des choses, mais les directives de la santé publique changent. Donc tout ça, le mot d'ordre est vraiment souplesse là-dedans et je pense que tout le monde en est bien conscient. Donc, pour nous, l'étape 1, c'est maintenant, alors que les entreprises non essentielles sont encore fermées. En fait, on ne peut pas travailler, on ne peut même pas aller, disons, remplacer des projecteurs sur un toit pour faire de la vidéoprojection, on ne peut rien faire de nouveau. Voilà. Donc là, en ce moment, c'est là où on en est, mais ça s'ouvre tranquillement. L'étape 2, c'est la réouverture des entreprises non essentielles et du secteur culturel, mais alors que les rassemblements sont encore interdits, les mesures très strictes. Là, on sait depuis hier ou aujourd'hui qu'on peut se rassembler à moins de 10 personnes, mais bon, ça reste assez minime. Et après l'étape 3, on imagine que peut-être des rassemblements un petit peu plus grands vont être possibles et les mesures peut-être un petit peu assouplies. Puis finalement, l'étape 4, dont je ne parlerai pas, mais je l'ai laissé là, c'est quand toutes les mesures de confinement vont être levées, simplement parce qu'il faut l'avoir en tête que ce moment-là, éventuellement, pas mal plus tard, mais va venir aussi. Amélie, je vais t'interrompre juste 2 secondes pour faire un petit point. Comme il est 14h30 et qu'on veut respecter notre horaire, juste pour les gens qui peuvent rester avec nous, on va continuer la discussion après la présentation d'Amélie. On va partir dans la période de questions. Donc, pour ceux qui peuvent rester encore une demi-heure, restez avec nous. Voilà. Amélie, je te laisse poursuivre pour 4 minutes si tu peux. Maximum, en fait. Je vais faire plus court. Parfait. C'est tout ça pour dire que
à l'étape 2, donc quand on va pouvoir travailler finalement, on y va aussi avec la première couche qui est le verdissement et le mobilier, l'installation de mobilier. Et au niveau de la programmation, on y va avec des choses plus contemplatives, peut-être des installations, une dimension sonore, mais pas de performance vivante, de l'art visuel, des choses comme ça. Et quand on sera rendu à ce qu'on imagine être l'étape 3, c'est plutôt là qu'on pourra voir certains éléments plus interactifs, participatifs et surtout des performances vivantes impromptues, donc qui, a priori, on n'annoncera pas, donc ça va vraiment être plus sur le mode happening, voilà, des performances qu'on n'annonce pas parce qu'on veut pas, on n'a pas le droit et on ne veut pas appeler les gens à se rassembler. Et tout ça va être donc des performances très, très flexibles et facilement réalisables. Ben, je vais arrêter là, en fait, parce que je voulais juste dire un petit mot sur les jardins Gamelin parce que c'est important. Ça, c'est dans le pôle est du quartier des spectacles, mais c'est un peu la même situation, en fait. Okay. Donc, voilà, je vous remercie. Merci Amélie. Alors, c'est le moment de poser vos questions, de nous écrire sur l'onglet Converser, sur le chat pour poser vos questions, si vous le souhaitez. Effectivement, je vois juste une remarque. Stéphanie Watt n'a pas pu être présente, malheureusement, pour participer à notre conférence aujourd'hui, mais ce sera partie remise, on l'espère. Alors, je vais poser une question qu'on avait reçue à l'avance. Merci à ceux qui nous ont posé des questions lors de l'inscription. Comment la question est, peut-on appliquer l'un de ces modèles dans un espace moins grand, c'est-à-dire voire dans une salle d'événement de plus de 100 personnes, donc dans un espace peut-être intérieur? Est-ce qu'il y a un d'entre vous qui voudrait répondre? Peut-être Amélie sur les espaces intérieurs, mais Pardon. Ben, en fait, moi, je m'occupe vraiment de programmation en espace public de manière générale. Puis, je vous apprendrai rien, là, je pense, en fait, mais les salles de spectacle et tout ça, pour l'instant, c'est fermé. Puis, ce qui s'est fait jusqu'ici, qui commence à se faire, c'est des petits concerts hyper privés pour 1 ou 2 spectateurs. Mais je pense que la personne parlait plutôt d'aménagement Oui. dans un lieu fermé. Ouais. Mais je ne pourrais pas vous répondre, mais j'imagine que c'est plus difficile justement dû au fait, comme Jérôme disait, qu'en fait, à l'intérieur, c'est encore pire ben, je veux dire, les virus circulent. Mais la plupart des cas documentés, c'est beaucoup en intérieur on voit des clusters qui se forment parce que c'est beaucoup une question de l'air qui circule. En fait, le scientifique allemand, là, tiens, on sait pas, et puis je m'improvise un peu geek là-dedans, là, mais ce fameux scientifique allemand, là, il pense de plus en plus que le problème, c'est les aérosols, donc les particules qui restent dans l'air. C'est notamment ça qui aurait posé les problèmes dans les CHSLD. Et donc, dans des environnements confinés où on ne peut pas avoir un renouvellement d'air si efficace, ça semble poser problème. Mais donc c'est sûr que l'intérieur, moi je ne suis pas du tout spécialiste, mais ça représente beaucoup plus de défis. Puis je vous dirais, je suis très optimiste sur on peut faire des choses à l'extérieur, mais en même temps, je suis très prudent sur moi-même dès que je vais dans un intérieur. Amélie, pendant que tu as la caméra activée, on a une question pour toi. Quelqu'un qui demande un petit peu plus de précision sur le projet des Jardins Gamelin. Est-ce que tu en aurais? Oui, bien, au Jardin Gamelin, en fait, toute la programmation aussi a été annulée. Mais il y a quand même, on continue quand même à faire vivre la place et d'assurer, dans le fond, un minimum de vie. Donc, il va y avoir un aménagement. Puis après ça, les étapes vont être les mêmes que ce que j'ai raconté. C'est au fil des mesures de déconfinement, on va voir ce qu'on peut faire, on planifie peut-être une dimension de performance vivante, mais peut-être pas, on va voir ce qu'on peut faire. Mais c'est sûr que c'est ça, il y a un minimum qui va être là avec aussi du verdissement. Là. Il y a de l'agriculture urbaine au Jardin Gamelin depuis plusieurs années. C'est d'ailleurs Pépinière qui a fait l'aménagement au départ. Puis,
Donc, c'est ça, on va garder un minimum. C'est aussi une place très particulière où il y a beaucoup d'itinérance et de criminalité. Puis en fait, c'est hyper important de garder de l'activité dans cette place-là. Mais c'est difficile, c'est un gros défi, hein. C'est un très gros défi. Mhm. Merci. Notre question était quelles sont les contraintes légales actuelles pour proposer et réaliser un événement public? Le nombre de personnes maximum pouvant participer, le nombre de personnes maximum pouvant assister, comment limiter la quantité de personnes qui arrivent dans l'espace public? Est-ce que c'est des réflexions forcément qu'on se pose présentement? Moi, Jérôme. Pour Sharon, je sais que Sharon de Québec, tu dois quitter. Peut-être que tu as des points là-dessus. Ben, c'est sûr qu'il y a une certaine. Nous, en fait, ce qu'on va essayer de mettre en place, on va essayer de le contrôler par nombre de. C'est sûr que sur un espace vert, là, aux gens à se responsabiliser un peu, mais c'était le nombre de chaises dont je parlais tout à l'heure. Donc, on distancie les chaises, on va mettre des X par terre, on va comme reconfigurer la place, mais on quitte à mettre on va voir un peu au fur et à mesure comment ça va se passer. C'est sûr que si on regarde présentement dans les parcs, c'est plein. Sur la promenade Samuel de Champlain, là, les fins de semaine, c'est presque pas allable. La distanciation est presque impossible. Fait on va y aller au fur et à mesure, mais on a pensé mettre même soit des clôtures pour que les gens entrent par un endroit et ressortent par l'autre. On n'a pas encore prévu de mettre des gardiens à la porte là, pour calculer le nombre de personnes, un peu comme on voit là, dans les grandes surfaces, mais c'est toutes des mesures qu'on s'attend à avoir à faire. Puis le nettoyage, tout ça, ben c'est sûr que ça va être un peu à tout le monde, je pense, à faire sa part. Nous, on ne pense pas là, d'être capable. Au début de l'année, on se dit est-ce qu'on va avoir quelqu'un, un étudiant par chaise, qui devra comme nettoyer à chaque personne qui se lève et que ce soit, mais non, on va aller avec des mesures là, qui sont un peu plus que d'habitude, mais sans non plus là, être à chaque mouvement de personne là, quelque chose. Surtout qu'on est à l'extérieur. L'idée, c'est d'être à l'extérieur puis de distancer le plus possible physiquement, puis de faire en sorte là, que les lieux soient propres et respectables et bien configurés pour que physiquement, ça soit facile de se repérer puis d'être capable de circuler sans danger. Merci. Parfait. Juste sur ce point-là, ce qui est bien, c'est que les gens vont là où ils se sentent bien, dans les parcs. Et je crois qu'il y a une grosse pression sur certains espaces. Il y en a d'autres qui sont juste trop dévalorisés. Donc, il faut trouver une manière de diminuer la pression sur les parcs de qualité, sur les espaces publics de qualité. Puis, je pense que c'est d'en valoriser d'autres. Alors, je ne sais pas, tu as des villes qui auraient des stationnements au bord de l'eau. Est-ce qu'ils peuvent trouver une manière d'aménager de quoi pour que ça devienne un parc plutôt que le parc d'à côté soit trop bondé? Il y a des choses comme ça à trouver. Si je peux me permettre pour répondre à la question spécifiquement, il n'y a pas de règle claire vraiment à savoir combien de personnes ensemble peuvent faire une performance. Pour l'instant, c'est que ça suit ce qui est applicable à toute la population, en fait. Donc, jusqu'à hier, les gens qui se produisaient malgré tout en performance vivante, parce qu'il y en a aussi qui le font quand même, là, comme il y a du cirque dans les quartiers, par exemple, dans les ruelles à Chagrin-Maisonneuve. Et eux, ils appliquaient les mêmes règles que tout le monde. Ils étaient à 2 mètres l'un de l'autre. Puis, donc, pas de création qui implique des gens qui n'habitent pas dans la même maison et qui se rapprochent à plus de 2 mètres. C'est ça. Pour l'instant, les directives, c'est vraiment, ça suit ce qui est applicable à toute la population. C'est vraiment juste ça jusqu'à maintenant. Le 2 mètres, on peut quand même dans les grands espaces travailler avec. Je pense, les gens, il pourrait y avoir des cours de yoga en extérieur sur les terrains, mettons, de baseball, chacun dans des petits cercles. Là, je veux dire, l'espace extérieur a tellement d'air que les problèmes de contamination semblent beaucoup moins grands. Si on pense au début du pique-nique électronique, les gens venaient pique-niquer, donc chacun dans leur bulle un peu plus. Donc, il pourrait certainement y avoir ce type de performance, mais il faut éviter les abus. Puis c'est pour ça que je pense que nous, en tout cas, on le voit, les sites qu'on va gérer, oui, on va appliquer les mesures sanitaires comme il y a à l'entrée des centres, des commerces et tout. Puis je pense que les villes
font bien de céder des acteurs terrain pour créer ça, pour donner le purel, etc. Ouais, justement, on a beaucoup de questions par rapport notamment aux toilettes dans les espaces publics. Je vais vous poser des questions techniques, puis allez-y avec votre bon sens, mais c'est bien que ce soit abordé. Tu dis non, Jérôme? Non, mais les toilettes, c'est un enjeu majeur, en fait. Puis Voilà. le problème, c'est que qu'on fasse quelque chose ou pas, les gens sont dans les parcs, les gens vont quand même passer du temps dans les parcs et il faut trouver des manières de responsabiliser. Je pense que les villes ont un rôle à jouer là-dedans. Il va falloir qu'ils ouvrent les toilettes. Ça semble poser des problèmes, les toilettes, mais je pense la population, si possible, si vous habitez proche, allez chez vous aux toilettes. Mais dans les cas d'urgence, là, sinon, ça va être l'été où on va se souvenir des parcs qui sentent le pipi. Là, je veux dire, il faut mettre en place quelque chose. Ce serait éviter la nature humaine, enfin, nier la nature humaine que de ne pas ouvrir les toilettes publiques parce que les gens vont aller dans les parcs. Il y a une question aussi pour Amélie et toi, Jérôme. Quel est le soutien de la Ville de Montréal aux démarches de la pépinière et du quartier des spectacles, j'imagine, dans la situation du Covid, évidemment? Amélie? J'active ma caméra. Nous, en fait, on est principalement financé par la Ville de manière générale, mais on a, en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a redistribué nos enveloppes. Là, on a tout viré de bord, puis on avait par exemple des enveloppes pour des projets futurs, puis on a réorganisé ça pour pouvoir réaliser ce qu'on veut réaliser. Parfait. Nous, en fait, il y a quelques contrats qu'on a gardés et on remercie vraiment les arrondissements qui ont continué à croire en nous là-dessus. Sinon, il y a quelques subventions, je dirais, pour la culture, comme par exemple pour le Pied du Courant, qu'on pourrait peut-être quand même avoir parce qu'il y a des manières de tenir ces événements culturels, par exemple au Pied du Courant. Pour d'autres projets, honnêtement, c'est d'être innovant avec des bouts de chandelle parce que je dirais, on a rarement été autant sollicité, puis en même temps avec aussi peu de moyens. Puis, après le début de la crise, on a dû mettre à pied beaucoup d'employés aussi. Donc, là, les gens de notre équipe le vivent. Là, c'est une période très, très particulière. Le soutien de la ville, je pense qu'on n'est pas les premiers qui avons besoin d'être aidés, on va dire. Là, il y a vraiment d'autres choses plus urgentes. Donc, on essaye de ne pas trop les achaler avec ça non plus, je dirais. Mais ils sont quand même à l'écoute. Je dirais que c'est plus avec nos partenaires terrain comme des arrondissements là qu'on a du soutien, qui continuent à pousser pour les projets. Plein de collaborateurs, des gens qui veulent quand même accepter de donner des subventions, des petites subventions pour des projets. On essaye de bricoler et puis on essaye de répondre aux besoins de la population. Comme le village au Pied du Courant, on pensait ne plus le faire parce que le modèle d'affaires du projet s'écroulait. Mais la population locale a vraiment beaucoup poussé pour le projet. Donc, on va essayer de le faire et puis même de le faire avec les citoyens pour ouvrir cet espace. Parfait. Et une autre question qui rebondit un petit peu là-dessus, il y a un enjeu opérationnel et budgétaire pour les villes du Québec. Est-ce que vous pensez que les villes qui mettent en place des mesures s'attendent à recevoir des subventions de la province pour les aménagements temporaires, les ressources humaines, les corridors sanitaires? Peut-être Shannon a un cue sur cette question-là. Est-ce que Sharon est encore là? Non, je pense qu'elle a dû partir. Ah, OK. Bon. Non, mais ce qu'on entend là-dessus, c'est que pour le moment, ils sont rendus beaucoup à l'aide d'urgence, la l'aide de première nécessité. Puis je pense qu'il y a des réflexions un peu sur ce qu'ils appellent finalement le plan de relance, là, à l'échelle du Québec ou à l'échelle des villes. Je pense que mesures d'urgence aux personnes, c'est beaucoup le Canada qui a aidé. Peut-être que le Québec, avec son plan pour le tourisme, pourrait aider les petites municipalités. Donc, je pense que c'est des annonces à venir. Sinon, nous, on essaie de trouver des partenaires commanditaires, des grandes entreprises qui n'auraient pas vu leur chiffre d'affaires diminuer, qui pourraient aider, contribuer le Québec à garder vie pendant tout ça. Ce n'est pas évident non plus. Mais en même temps, je trouve qu'il y a un bon écosystème d'entraide en ce moment. Il y a beaucoup d'organismes qui collaborent ou de rapprochements entre public, privé, communautaire, etc. Oui, si je peux me permettre, je voulais juste parler justement dans cette question de la planification des voies actives sécuritaires. Moi, c'est un élément que j'avais soulevé au cabinet de la mairesse là-dessus parce que là, je pense qu'il y a une grande annonce, une grande intention, probablement un certain niveau d'investissement. Mais moi, j'y voyais aussi une opportunité
parce que la communauté soit impliquée un peu dans les projets. Je comprends qu'il y a des nécessités peut-être budgétaires, mais on est tous à budget limité, puis on a tous peut-être un peu plus de temps peut-être pour s'impliquer. Fait une chose que j'avais soulevée, en tout cas, c'est juste une réflexion ouverte que je partage, mais c'est que je me posais beaucoup la question de comment les voies actives sécuritaires vont être déployées physiquement dans l'espace et comment l'expérience locale va être vécue parce qu'on dirait qu'on pourrait s'attendre un peu à la formule le tour de l'île, puis le côté un peu, dans certains cas, très temporaire et très peu convivial des interventions de mobilier que la ville possède pour l'instant. Donc, en fait, j'y vois une opportunité que les citoyens eux-mêmes trouvent peut-être une manière de s'approprier ces interventions-là à leur manière. Puis aussi parce que je ne pense pas que la ville va être en mesure de déployer des interventions complètement adaptées partout. Donc, en fait, c'est vraiment une belle opportunité. Je ne donne pas la réponse du budget, désolée, parce que je ne l'ai pas. Mais je pense que c'est peut-être pas non plus juste une question de budget, mais peut-être une question d'appropriation, de se sentir faire partie de la solution aussi parce que oui, les administrations publiques ont des grosses responsabilités ici, mais on peut aussi faire partie, puis on a parlé beaucoup, nous, avec Park People, dans nos réflexions récentes, d'être touriste dans sa propre ville, d'être pas juste un touriste, mais d'être un acteur de sa ville de plus en plus. On a clairement ici un public intéressé, là, mais il y a peut-être beaucoup d'endroits où il y a de l'activation de cette mobilisation à faire via les grandes visions de la ville. Rapidement, Sharon, elle parlait d'un kit. Quand le maire leur a dit on veut faire 50 places éphémères, puis ils étaient comme comment on va faire ça, ils ont pensé kit, économie d'échelle, partenaires terrain avec des appels à projets pour leur donner des choses et occuper les places. Fait qu'il y a peut-être des options là. Ouais. Il y a une question vraiment sur ce que tu as abordé aussi, Jérôme, sur justement l'appropriation des parcs centraux, puis déserter complètement les parcs. Comment attirer les citoyens dans des espaces extérieurs moins fréquentés, exemple parc Jean-Drapeau? Peut-être une question pour toi, Caroline, lorsqu'ils sont plus éloignés afin de favoriser la distanciation. Quels sont les projets prévus pour les quartiers souvent laissés de côté, comme par exemple Montréal-Nord, Parc Extension, Anjou, et comment tenir compte des besoins des populations de ces quartiers, différents besoins des populations selon les quartiers centraux? C'est ça. Bon, c'est une excellente question qui est complexe. Je ne suis pas sûre que nos organisations ont complètement toutes développé déjà les solutions. Nous, à Park People, on s'intéresse beaucoup aux phénomènes et comment appuyer et mobiliser les organisations qui répondent à ces questions-là, documenter les bonnes pratiques. Mais une chose que je peux dire, c'est qu'avec les activités de partage en ce moment qu'on mène avec les groupes Amis de Parc à Montréal, la Société du Parc Jean-Drapeau nous a partagé en fait ses réflexions actuelles. La société qui a plus de 50% de son budget annuel qui est rendu possible grâce à ces revenus qui sont rendus possibles par des grands événements qui est complètement coupé. Donc, en fait, ils ont des ressources complètement limitées en ce moment pour justement peut-être amener ou annoncer davantage l'invitation au public, mais la capacité spatiale est là. Donc, en fait, j'avais juste envie de répondre que certains groupes plus impliqués et responsables sont très actifs dans la recherche de solutions, mais peuvent, dans certains cas, avoir des ressources limitées. En ce qui concerne le parc Jean-Drapeau, je sais qu'il y a des réflexions sur aussi sur un changement de culture, parce qu'eux sont habitués dans une culture vraiment événementielle. Il faut comprendre aussi qu'ils sont dans une planification d'un nouveau plan directeur qui a une intention totale de se repositionner comme un parc de la ville et non comme une destination seulement. Donc, les moyens d'appropriation, je n'ai pas encore la réponse, mais je sais que le parc Jean-Drapeau se questionne là-dessus en ce moment et est très conscient de la capacité de ces espaces. Après, je pense qu'une des grandes questions par rapport à ce parc insulaire particulier à Montréal, c'est la question de la mobilité. Et c'est un des axes principaux du plan directeur du parc Jean-Drapeau pour les 10 prochaines années. Donc, peut-être améliorer la mobilité, les expériences de mobilité et aussi peut-être la perception du lieu qui est souvent présentement associée à certaines pratiques et non à d'autres. Donc, peut-être de communiquer davantage l'opportunité de le faire pour aller en voyage dans sa ville sur l'île d'en face. En tout cas, je vais laisser Jérôme continuer. La deuxième partie de la question. Puis moi, ça me fait penser, j'ai vu une question sur c'est les expositions qui me manquent beaucoup. Peut-être qu'ils ont moins de capacité, mais s'ils collaboraient peut-être avec des grands musées, ils pourraient faire un lieu d'exposition, de déambulation, une expo, Expo 67.
Puis le lieu de, tu sais, Parc Jean-Drapeau, vacances en ville, là, faudrait faire quelque chose là-dessus parce que c'est merveilleux comme paysage. Sur les parcs, dans les quartiers, nous, on a beaucoup travaillé à Montréal-Nord et on est très sensible à ça parce qu'en fait, on voit que vraiment, en fait, si on regarde une carte, premièrement, Montréal-Nord est le quartier qui a le moins de pieds carrés de parcs par habitant. Puis quand on regarde les parcs, c'est justement tous des parcs très fonctionnels. Euh, à part un peu de bord de l'eau, là, mais c'est tous des parcs avec beaucoup de terrains de baseball. Je pense qu'il y a aussi les rues commerçantes à Montréal-Nord ne pourront pas être piétonnisées parce que c'est beaucoup des artères, des grosses artères commerciales. Fait que je pense que les parcs, mettons si on prend le terrain de baseball puis qu'on permet aux commerçants, par exemple aux restaurateurs locaux, de venir faire des foires alimentaires qui encadrent la distanciation, puis qu'on installe des tables, si les tables de pique-nique sont permis ou qu'on dit aux gens de venir avec leur nappe de pique-nique, il y a vraiment quelque chose à faire pour créer des lieux de rassemblement bien encadrés dans ces lieux-là. Puis donner plus d'opportunités dans ces quartiers-là de sortir. Parce que des fois, franchement, quand les parcs sont juste pas, quand on n'y est juste pas bien dans les parcs, on va être moins tenté de sortir, mais ça va être important de sortir pour la santé physique, mentale et le bien-être des gens cet été. Puis c'est ça, en tout cas, le projet qu'on a eu à la rue de Dijon à Montréal-Nord, c'était un projet sur une rue qui se greffait à un parc. Puis on a venu valoriser un espace sous-exploité dans un parc qui était entre la rue et des clôtures pour des équipements sportifs. On a réussi à créer un noyau de vie avec peu de moyens. Donc je pense qu'il y a toutes sortes d'espaces verts qui pourraient être valorisés avec peu de moyens dans ces quartiers-là cet été. Si je peux me permettre, je veux juste faire un écho avec la question de comment les administrations publiques peuvent être proactives dans ces questions-là. Je pense que c'est quand même important en ce moment de reconnaître que les administrations publiques sont pas nécessairement dépassées, mais elles ont énormément de responsabilités et énormément de gestion de priorités à faire. Je pense que c'est beaucoup des plans de contingence en ce moment qui sont faits et c'est pour ça qu'il n'y a pas nécessairement d'hyper-proactivité, même si on voit quand même des grandes annonces comme les voies actives sécuritaires. Je pense qu'on a un rôle, certaines des organisations très intéressées par ces questions-là, de fédérer et d'inspirer et d'aller porter ces idées innovantes-là aux yeux de ces administrations qui sont peut-être présentement prises avec beaucoup de responsabilités puis qui ont peut-être besoin d'une forme de synthèse des bonnes pratiques ou des solutions adaptables parce que je pense que c'est pas la volonté qui manque, mais c'est la capacité parce qu'ils sont face à une énorme crise historique. Donc, je pense qu'on peut aussi jouer un rôle pour aider donc, certaines organisations devraient travailler, je pense, à synthétiser les solutions pour les proposer puis faire front commun. Nous, Park People, on travaille à aller chercher les idées de tous les groupes amis de parc à Montréal en ce moment pour proposer des recommandations ou des idées des pistes de solutions à déposer à l'administration pour peut-être les aider aussi dans la prise d'action là-dessus. Merci. Il y a une question sur comment intégrer les enjeux reliés à la sécurité alimentaire dans la reconfiguration de nos espaces publics. Sentier urbain est un organisme à suivre en ce moment à cet égard-là. Je pense qu'il y a quand même c'est une excellente question, mais je pense que ça inclut toute la question des protocoles de travail dans l'espace public. Et là, on est dans les règlements et tout ça, mais j'invite les gens qui se questionnent là-dessus à aller suivre des projets justement d'horticulture comme Sentier urbain, qui a entre autres le projet de quartier nourricier. Il y a Jardin botanique de Montréal qui a changé un peu sa production pour aller plus vers une production de semis alimentaires. Sinon, mais c'est dans l'intervention dans l'espace public, mais ça rentre quand même en conflit avec certaines réglementations. Donc, on doit être très résilient et créatif à proposer des solutions qui vont permettre de contourner la réglementation. Ils suivent peut-être des grandes organisations en ce moment qui sont des leaders sur ces questions-là. Moi, c'est ce que je recommanderais. Mm-hmm. Ouais, puis il y a un momentum pour les circuits courts là, à allier la notion de production locale avec la notion de vente sur le terrain. Et je pense qu'il y a beaucoup d'organismes d'économie sociale qui existaient déjà ou communautaires dans ce type-là et qui vont être amplifiés grâce à la crise. Ce sera peut-être des bonnes choses qui vont sortir de ça. Plus de marchés de quartier, plus de marchés locaux, plus de moyens pour eux, plus de clientèle aussi, parce que je pense qu'il y a vraiment un attrait pour l'achat local. Parenthèse, Amélie du quartier des spectacles a dû partir vu qu'on avait dû déborder un peu. Merci.
Je vais peut-être prendre juste une dernière question. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça vous convient, Caroline, Jérôme? Ouais. Laissez-moi juste une minute de regarder les questions. Dans cet objectif commun de se renouveler pour répondre à la situation actuelle, la question de l'appropriation des espaces par la population est importante et questionne sur les notions d'espace inclusif et de design universel. Comment les aménagements innovants répondant à la situation actuelle, ouais, c'est ça. Quel genre de mobilier inclusif pourrait être mis en place dans les espaces justement en ce moment? J'ai juste envie de mentionner, mais je vais laisser Jérôme compléter parce que ce n'est pas vraiment ma spécialité, mais Sharon Clavet a quand même donné un peu une piste de réflexion. Bon, qu'est-ce que inclusif veut dire? Si on parle de design universel, on est peut-être à un autre niveau, mais je pense qu'il y avait une belle ouverture au niveau de offrir des expériences qui ne sont pas juste dans l'assise, qui peuvent être dans la contemplation, avoir des mobiliers qui sont mobiles, variables, mais qui sont peut-être, c'est ça, qui permettent différentes expériences de posture physique. Donc ça, je pense que ça, en soi, c'est très inclusif et d'avoir peut-être des codes de couleurs pour varier, mais aussi d'aller dans la contemplation puis de permettre d'aller dans des endroits où on peut peut-être pas s'asseoir, mais observer des choses. Mais après ça, je laisserai Jérôme continuer. Oui, non, mais Sharon, je pense qu'ils expérimentent, puis ils avaient d'abord fait les chaises Adirondack, puis ils se rendaient compte que les personnes âgées avaient plus de mal d'en ressortir. Donc là, ils ont les chaises bistrot qui sont peut-être moins confortables, mais qui permettent, qui sont plus faciles pour s'asseoir, faciles à déplacer aussi. Et honnêtement, nous, on se pose la question de quel est le bon mobilier, et pour aussi que ce soit démultipliable, de créer des bons parcs. Quand on voit l'image là, des 5 petites serres là, à Amsterdam où le restaurateur sert de la nourriture à des gens distancés, là, je suis comme, oui, c'est cute, mais ce n'est pas démultipliable, ça coûte beaucoup trop cher et tout. Il y a aussi, est-ce que les tables de pique-nique, ça va être permis par la santé publique? Il y a déjà des tables de pique-nique dans les parcs, donc des gens qui l'utilisent, mais par exemple, dans les marchés publics, ils n'ont pas accepté pour le moment les tables de pique-nique parce que les gens finalement s'assoient dessus puis peuvent contaminer les surfaces éventuellement. Donc actuellement, moi, je trouve que le mobilier le plus innovant, c'est le mobilier que les gens amènent eux-mêmes. Donc, amenez vos chaises, comme quand on va au ciné-parc dans le parc d'à côté, là, amenez vos propres chaises, amenez vos nappes de pique-nique. Moi, je pense que je vais me racheter une ombrelle parce que quand il pleut, on ne pourra pas aller se réfugier trop dans les intérieurs cet été quand il va pleuvoir. Et en même temps, on ne peut pas demander aux villes ou aux organismes d'acheter plein de parasols pour que les gens soient protégés du soleil. Fait que l'ombrelle, ça peut être utile pour ça. J'ai l'impression que ça va être l'été des nappes de pique-nique. Je pense que l'ajout d'espace aussi assure une fluidité des circulations. Il faut penser aux gens qui sont à mobilité réduite, qui ont leur équipement avec eux. Je pense que la question de, comme tu l'as dit dans ta conclusion, Jérôme, on est dans une ère où l'espace devra toujours, ça prend beaucoup d'espace être distant, mais je pense que c'est en libérant les espaces qu'on va faciliter et être le plus inclusif possible. Puis en se concentrant peut-être aussi sur les expériences locales, parce que c'est pas tout le monde qui a accès à une mobilité active incroyable, c'est pas tout le monde qui a la même forme physique puis qui a le même accès à des véhicules performants, là. Donc, basé sur le local puis offrir plus d'espace de circulation, je pense que ça répond déjà à l'échelle plus macro à la question. Merci. Il y a une dernière question que j'ai envie de vous poser parce que la réponse va être intéressante. Serait-il envisageable d'imaginer ce même type d'intervention que propose la ville de Québec ou la Pépinière dans des villes de banlieue? Ben oui, je veux dire, c'est évident. Le besoin comment dire, la vocation sociale d'espace public, là, je pense que on en a besoin partout. Là, oui, en banlieue, les gens ont peut-être plus d'espace dans leurs cours, mais c'est intéressant d'avoir quand même des lieux, comme nous, on parle beaucoup des cœurs de ville, de quartier ou des cœurs de village, et on croit beaucoup que dans n'importe quel milieu, on est capable de créer ce sentiment de communauté et tout. Donc oui, mais c'est sûr que ça peut être fait partout. Il y a peut-être moins de pression sur les villes de banlieue, là où il y a de l'espace. Mais en même temps, il y a peut-être aussi des villes de banlieue où il y a peu d'espace vert disponible, où le seul espace vert disponible, c'est un terrain de baseball. Donc, ça peut être intéressant de réfléchir à ça. Nous, vraiment, on a travaillé dans tous les quartiers à Montréal. On a travaillé un petit peu à Laval et un peu à Québec. Mais là, on s'intéresse de plus en plus vraiment à toutes les municipalités du Québec parce qu'on sent que c'est des besoins universels et qu'il y a des réponses, oui, qui sont différentes, mais il y a aussi des réponses qui peuvent être universelles. Merci. Je pense qu'on terminera là-dessus. On va remercier tout le monde d'avoir été avec nous cet après-midi. La conférence, donc, elle est enregistrée et elle sera disponible sur notre site internet
demain. Si vous avez des questions auxquelles on n'a pas répondu, vous pouvez toujours nous joindre on va vous remettre le message sur le clavardage, donc info@pépinière.co sur nos réseaux sociaux. Si vous avez des idées de projets innovants dans les espaces publics, on est vraiment curieux de vous entendre. Vous pouvez aller sur notre site internet, sur l'onglet Programmes, mais également nous contacter pour participer à des conférences. Ce sera le mot de la fin, sauf si Caroline ou Jérôme voulaient ajouter quelque chose. Non, mais on va essayer d'en faire d'autres, des webinaires, une fois que les gens auront commencé aussi à mettre plus en place déjà sur le terrain des idées novatrices. Donc, n'hésitez pas si vous avez des choses à proposer, que vous voulez venir en parler. Puis nous, on essaiera de faire des mises à jour sur comment ça se passe de notre côté, là. Moi, mon vidéo a été coupée, mais je voulais remercier la Pépinière pour l'invitation. C'est vraiment apprécié. On est très heureux d'avoir participé. Puis nous, on a un... Oh, start my vidéo. Bon, en tout cas, il faut s'en aller, là, mais moi, nous, je vous invite donc tout le monde qui sont intéressés peut-être plus spécifiquement par la question des groupes amis de parc à assister à notre webinaire la semaine prochaine, jeudi à 13h. J'ai partagé le lien dans la fenêtre de clavardage. Donc, merci beaucoup, Laura, Jérôme et les 200 personnes qui étaient avec nous. Merci. Très bonne journée à tous. À bientôt.